Bienvenue dans ce module 6 sur la recherche de causalité en épidémiologie. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle de causalité, on a déjà parlé plusieurs fois dans le cadre des modules précédents, c'est qu'on recherche la cause des maladies. Et c'est quoi la cause d'une maladie? Donc c'est tout événement, toute condition, toute caractéristique ou toute combinaison de plusieurs facteurs qui jouent un rôle déterminant dans l'apparition de la maladie. Et donc c'est vrai que lorsqu'on parle de causalité en épidémiologie, on parle de relations multicausales où on se rend compte de la complexité des éléments qui favorisent la survenue d'un événement de santé. Imaginez une maladie chronique. Les maladies chroniques, il n'y a pas un facteur causal, il y a toute une série de facteurs de risque. L'idée, c'est de savoir quels sont les facteurs de risque qui augmentent la probabilité de tomber malade. Et donc, on est obligé d'entrer dans cette réflexion de la causalité avec la notion de ce qu'on appelle le complexe causal. Alors, la causalité, il existe bien sûr de nombreuses théories autour de cette causalité et donc tous les livres d'épidémiologie ne reprennent pas exactement les mêmes critères, mais quoi qu'il en soit, ça fait toujours l'objet d'une discussion animée entre philosophes, entre épidémiologistes, pour voir, je dirais, quels sont les critères sur lesquels on peut se baser pour affirmer la causalité. Et quelles que soient les théories retenues, il est important de voir comment appliquer une démarche scientifique rigoureuse pour rechercher les relations étiologiques en épidémiologie, les relations en termes d'association épidémiologique, les relations en termes d'association statistique, mais pas que. On va se rendre compte qu'il y a d'autres facteurs qui doivent aussi intervenir pour affirmer l'association causale. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de causalité, on peut voir ça de façon assez linéaire et passer de la causalité simple à la multicausalité. L'exemple parfait d'une causalité simple, c'est l'exemple d'une maladie infectieuse comme la tuberculose. C'est parce que je suis en contact avec le bacille de Koch qui est l'agent de la tuberculose, ça c'est la cause. La cause entraîne l'effet, l'effet c'est la maladie, la tuberculose. Et je ne peux pas attraper de tuberculose si je n'ai pas été en contact avec le bacille de Koch. Et donc, Koch, en 1882, a déjà défini des critères de causalité et propose 4 postulats permettant d'identifier qu'un agent pathogène est responsable d'une maladie. Il dit, en termes de causalité, que l'agent doit être présent dans chaque cas de maladie, que l'agent doit pouvoir être isolé et cultivé dans un milieu externe, donc une culture, que l'agent, s'il est inoculé à l'animal ou susceptible, doit provoquer la maladie, et enfin que l'agent doit être identifiable et isolable chez l'animal ainsi contaminé. Donc voilà les 4, je dirais, postulats qui affirment l'association causale dans une causalité, je dirais, linéaire, simple, entre un agent infectieux et bien sûr un autre et le développement de la maladie. Et puis alors, on a fait évoluer le concept, puisque Koch et cette causalité simple, c'est ce qu'on appelle le déterminisme absolu. Un agent infectieux entraîne une maladie, mais qu'est-ce qui se passe pour les maladies non infectieuses? Ce déterminisme absolu ne fonctionne pas parce qu'il n'y a jamais une cause qui entraîne un effet. On doit rentrer dans une vision plutôt du déterminisme relatif. C'est-à-dire que différentes causes peuvent produire le même effet, que les causes peuvent être présentes sans que l'effet n'apparaisse, ou qu'une cause peut produire différents effets. Et projetez-vous sur la sédentarité, le tabagisme ou d'autres facteurs de risque qui sont potentiellement des causes de maladies chroniques. Différentes causes peuvent produire le même effet. Différentes causes peuvent être présentes sans que l'effet n'apparaisse. On peut être sédentaire sans jamais développer de maladie chronique. Et bien sûr, une cause peut produire différents effets. Le tabagisme est responsable d'une série de pathologies différentes. Et donc, l'évolution du concept, c'est vraiment dans cette vision multi-facteurs, c'est le concept de causalité qui a évolué avec les connaissances scientifiques. Et surtout dans les années 60, 70, avec les premières études épidémiologiques sur l'effet du tabagisme sur le cancer du poumon, ce sont les études de Bradford Hill en Angleterre. Et sur base de ces études, on a commencé à montrer la relation de causalité entre une cause, le tabagisme, et un effet, le cancer du poumon. Et donc c'est clair que Bradford Hill a identifié 8 critères, mais que d'autres auteurs n'hésitent pas à dire qu'il y a éventuellement aussi d'autres critères qui doivent être associés pour confirmer la causalité. La causalité, donc, c'est bien sûr le passage d'une vision simple à une vision complexe.
Et on est clairement dans une vision de la multicausalité, c'est-à-dire que le tabagisme, un facteur de risque, est responsable de plusieurs maladies, le cancer du poumon, l'infarctus, etc. Que toute une série de facteurs de risque peuvent se retrouver dans la même maladie. Et donc on voit bien que le tabagisme, le radon entraînent tous le cancer du poumon, etc., etc. Donc il y a plusieurs causes, il y a plusieurs effets. Ce n'est pas une relation directe entre une cause et un effet, mais c'est une interaction de plusieurs causes qui augmente la probabilité de développer l'effet. Je prends ici l'exemple d'une analyse causale ou d'une analyse de, je dirais, des infections respiratoires chez l'enfant et toute une série de facteurs qui entraînent ces infections respiratoires et qui entraînent toute une série de conséquences sur, je dirais, la santé de l'enfant. Et ça part bien sûr des comportements, mais c'est aussi la pollution de l'air, c'est le niveau social, c'est le niveau d'éducation, c'est les antécédents asthmatiques de l'enfant, etc., etc. Et donc on voit que l'ensemble de ces facteurs sont en interaction les uns avec les autres. Ce n'est pas un facteur qui entraîne la pathologie, c'est l'interaction de ces facteurs qui augmente la probabilité de tomber malade. Et donc la causalité, on peut avoir cette réflexion en se disant que dit-on quand on dit que A est la cause de B? Tel facteur de risque est la cause de telle maladie. Mais en fait, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que chaque fois que j'aurai A, alors aussi j'aurai B. Donc chaque fois que je suis soumis à ce facteur de risque, j'aurai la maladie. Est-ce que chaque fois que j'ai eu B, c'est parce que j'ai eu A? Donc est-ce que parce que j'ai eu la maladie, c'est parce que j'ai été en contact ou soumis à ce facteur de risque? Ou est-ce qu'on veut dire que chaque fois que j'aurai A, j'augmenterai la probabilité d'avoir B? Donc chaque fois que je suis soumis à des facteurs de risque, j'augmente ma probabilité de tomber malade, d'avoir donc l'événement B. Donc la causalité, on l'a très bien documentée en épidémiologie entre l'exposition, la consommation de tabagisme et le cancer bronchique. C'est-à-dire que tout fumeur va développer un cancer bronchique, ou bien le cancer bronchique ne se développe que chez les fumeurs, ou bien chez les fumeurs, la probabilité de développer un cancer bronchique est plus élevée que chez les non-fumeurs. Donc quel est, je dirais, le niveau de relation entre cette variable indépendante, le tabagisme, et cette variable dépendante, le cancer du bronchique? C'est bien sûr que chez les fumeurs, on augmente la probabilité de développer la pathologie. Donc, dans la causalité, on doit définir la causalité en termes de nécessité et de suffisance. A, donc le facteur de risque, est une condition nécessaire de B. Si A doit nécessairement être présent pour qu'on observe B. Donc, si il faut absolument être soumis au facteur de risque pour tomber malade, alors ça devient une condition nécessaire. L'asbeste, par exemple, qui entraîne le cancer de la plèvre du poumon, qui est donc ce parenchyme autour du poumon, c'est une condition quasi nécessaire au développement de ce mésothéliome ou de cancer de la plèvre du poumon, donc puisqu'il faut systématiquement quasi ce facteur de risque pour tomber malade. Mais A peut être aussi une condition suffisante de B. Si A entraîne automatiquement l'apparition de B, mais une cause est-elle une condition nécessaire ou suffisante? On peut toujours se poser la question sur, je dirais, le niveau de risque par rapport à l'apparition de la maladie. Et dans ce modèle causal, on a 3 causes suffisantes de la maladie d'après Rothman, qui est un épidémiologiste, et donc dans son ouvrage, on voit donc la répartition de B, C et A. B et C sont des causes suffisantes, A est une cause nécessaire, et donc voilà le premier schéma, cause suffisante, A par rapport à B et C. Cause suffisante, donc A par rapport à B et D, et une cause suffisante, troisième niveau de cause suffisante, A par rapport à E et F, donc et le rôle, je dirais, de chaque facteur par rapport à son niveau, je dirais, d'implication dans la causalité. Donc la causalité, on peut aussi la trouver par ce qu'on appelle la méthode de concordance. Si dans tous les cas observés, le phénomène dont on cherche la cause est régulièrement précédé d'un même antécédent, on peut penser que ce dernier est la cause recherchée. Regardez l'exemple d'une étude épidémiologique de concordance. On a des antécédents de cancer du col de l'utérus et on trouve ça assez régulièrement. Donc le cancer du col de l'utérus, on le trouve assez régulièrement suivant ces caractéristiques-là. Donc on le trouve s'il y a des rapports sexuels à partir d'un jeune âge, on le retrouve chez les personnes qui ont des partenaires sexuels multiples et on le retrouve souvent dans des catégories de population avec des niveaux socio-économiques bas.
Mais quel pourrait être l'élément commun de ces situations? Réfléchissez et on cherche donc l'élément par une réflexion de concordance. Donc peut-être l'élément commun, regardez, c'est la transmission par voie sexuelle. Et qui dit transmission par voie sexuelle dit éventuellement un virus. Mais c'est bizarre puisqu'on parle en fait de cancer du col de l'utérus. Mais oui, donc l'hypothèse due à cette concordance des situations à risque, c'est potentiellement l'existence d'un virus. Et donc, c'est une manière de poser des hypothèses en épidémiologie et de rechercher la causalité, mais on peut aussi la rechercher à travers les méthodes de différence. Elle consiste à voir si la cause présumée absente, le phénomène observé disparaît aussi. Et je prends un exemple épidémiologique de différence. Donc, il y a une très grande différence de risque de cancer du col entre des religieuses, qui n'ont pas de relations sexuelles, etc., et les autres femmes de même âge. Donc, ce cancer est très rare chez les religieuses, comme cela a été noté dans les années 50, après 20 ans d'observations faites dans les couvents canadiens. Et donc, on voit là plutôt qu'il y a une différence entre des religieuses et les autres femmes du même âge. Et qu'est-ce qui distingue a priori ces deux groupes de femmes? Il y a peu de différences, si ce n'est, il y a une grande différence qui sont l'absence de rapports sexuels. Et ceci a généré donc l'hypothèse liant le cancer du col de l'utérus à une transmission sexuelle, donc à une maladie sexuellement transmissible. Et en l'occurrence, il y avait un virus particulier et des virus de la famille des HPV qui augmentaient la probabilité de développer le cancer du col de l'utérus. Et donc, en épidémiologie, le modèle de la causalité, c'est vraiment la réflexion d'un ensemble de facteurs qui peuvent augmenter la probabilité de tomber malade. On appelle ça les complexes causales, et ces complexes peuvent avoir un ou plusieurs composants de causes en commun dans des proportions variables. C'est-à-dire que certains facteurs de risque vont jouer beaucoup sur la probabilité de tomber malade et d'autres vont jouer de façon plus faible. Et la recherche causale cherche à identifier les composantes, ces différentes composantes, et à déterminer la part de la fréquence de la maladie qui est attribuable à chacun de ces facteurs de risque. Et le facteur causal, c'est celui sans doute pour lequel l'association est la plus forte entre lui, son facteur d'exposition, et la maladie. Alors, en épidémiologie, on peut définir entre 8 et 10 critères de causalité. Mais je vous présente ici les principaux. Le premier critère, très important, c'est la temporalité. C'est-à-dire que le facteur d'exposition doit toujours précéder l'événement étudié. Et donc ça, c'est un postulat de base de l'épidémiologie. L'exposition précède la maladie. Et donc, il faut s'assurer bien que c'est parce qu'on a été exposé auparavant qu'on a eu une probabilité de tomber malade. Le deuxième facteur, c'est la force, la puissance de l'association statistique et épidémiologique. Donc la présence du facteur de risque augmente très nettement le risque de maladie comparé à son absence. Et donc il nous faut des études épidémiologiques avec des risques relatifs, des odds ratios, des mesures d'impact, des associations statistiques qui confirment la force de l'association entre l'exposition et la maladie. Il faut aussi une relation dose-effet, c'est-à-dire qu'on s'attend évidemment dans la plupart des cas à ce que l'augmentation de l'exposition de la dose augmente la probabilité de développer la maladie. Et donc, on va trouver cette relation dose-effet. Et donc, on va travailler avec des catégories, des faiblement exposés, des moyennement exposés, des fortement exposés, et voir vraiment cette évolution du risque en fonction, je dirais, de la dose d'exposition. Le quatrième facteur est la plausibilité biologique, c'est-à-dire que l'hypothèse que vous avez de causalité entre une exposition et une maladie doit être compréhensible sur un plan des connaissances biologiques, physiologique, etc. Donc il faut une compréhension biologique de ce phénomène d'exposition et de maladie. La répétabilité, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'une relation causale se répète, en particulier dans des études qui se mènent dans des situations et des circonstances différentes ou dans des contextes différents. Mais quoi qu'il en soit, même si ces contextes sont différents, il faut que les études montrent tous les mêmes conclusions ou les mêmes types d'associations. Je continue avec encore 4 autres critères. La spécificité. L'association doit être indépendante d'autres facteurs. Donc il faut en effet montrer que le facteur étudié, le facteur de risque, explique la relation avec la maladie et non sa relation avec un autre facteur qui lui serait
donc éventuellement le facteur explicatif. Donc il faut vraiment que ce facteur que vous étudiez, ce facteur potentiellement causal, soit directement associé à la probabilité de tomber malade. La possibilité de vérification expérimentale, le 7e critère, il s'agit de trouver un modèle d'animal donnant des lésions de maladies voisines de celles de l'homme. Donc il faut absolument une confirmation par un modèle animal du risque de tomber malade avec cette exposition. La cohérence, 8e critère, il ne faut pas que la relation causale soit en conflit avec le reste des connaissances. Donc il faut une cohérence et ce critère est très proche du critère de plausibilité et n'est pas souvent repris, mais simplement la cohérence et la cohérence par rapport aux connaissances scientifiques actuelles. Et enfin, le critère 9, c'est l'analogie. Donc il faut trouver des analogies dans d'autres domaines permettant de renforcer l'hypothèse causale. Ce critère est assez subjectif, mais il est souvent abandonné. Ce n'est pas un critère important, simplement l'analogie, c'est que d'autres disciplines doivent aussi valider la compréhension de cette association. Je reprends quelques-uns de ces critères. La temporalité, donc l'exposition est bien présente avant la maladie et il faut bien respecter l'histoire naturelle de la maladie avec le respect de la période d'incubation. C'est parce que je suis exposé que je tombe malade par la suite. La plausibilité biologique et clinique, c'est que l'hypothèse doit être cohérente en fonction de l'histoire naturelle de la maladie, doit être cohérente en fonction, je dirais, des connaissances biologiques des phénomènes, et donc quels sont les mécanismes biologiques qui peuvent expliquer cette relation que l'on trouve au niveau épidémiologique. En termes de consistance, de cohérence et de validité des résultats, il faut que nos observations répétées et se répètent, je dirais, dans différentes études, dans différentes populations. Et donc ce risque relatif qu'on a trouvé, ces mesures d'impact qu'on a trouvées, ils doivent se répéter dans d'autres études. Et donc l'absence de consistance n'équivaut pas à une absence de relation de causalité, c'est sans doute pas le facteur le plus important, mais bien sûr, on doit essayer de le retrouver dans d'autres études, même si on peut mettre en place des méthodologies différentes qui peuvent malheureusement, par toute une série de raisons, expliquer le fait qu'on ne retrouve pas systématiquement les mêmes résultats. La force de l'association, elle est très importante. Association épidémiologique, association statistique. Donc il faut des études qui calculent des risques relatifs, des odds ratios, des mesures d'impact. Si cette association est faible, je dirais qu'on peut craindre une contamination par une autre variable, craindre une variable confondante éventuellement ou d'autres biais de sélection, biais d'information. Si l'association est très forte, supérieure à 4, il y a peu de chances que les biais expliquent cette association. Donc sans doute que cette association est réelle, mais je vous rappelle qu'un risque relatif ou un odds ratio qui est faible autour de 1, donc 1.1, 1.2, 1.3, c'est-à-dire des mesures assez faibles, ne permettent pas de rejeter une relation causale. Donc même un faible risque est une information intéressante et n'exclut pas cette relation de causalité. Autre critère, la relation dose-réponse. Donc l'augmentation de la fréquence de la maladie est proportionnelle à l'augmentation de l'exposition. Et donc la mise en évidence de cette relation dose-réponse dans des études pour lesquelles on a vraiment bien maîtrisé les biais est un des critères de causalité très important. Et donc celui-là, on va essayer de systématiquement le documenter. Sans doute, ce n'est pas toujours une relation linéaire, mais on peut quand même voir des différences en fonction des catégories d'exposition. La réversibilité, donc si on supprime l'exposition, on observe une diminution du risque de développer de la maladie. Exemple, si la personne arrête de consommer du tabagisme, ça permet de réduire de façon importante le risque de développer une maladie cardiovasculaire ou un cancer du poumon. Autre critère, la spécificité. Donc plus l'association est spécifique entre ce facteur d'exposition et la maladie, donc plus, je dirais, le facteur entraîne une cause et cette cause est due quasi à ce seul facteur, plus la causalité est probable. Et donc le tabagisme est très spécifique comme facteur de risque du cancer des bronches ou du poumon. 9 cancers sur 10 du poumon s'expriment chez des fumeurs ou des anciens fumeurs. Mais attention, le tabagisme n'est pas la seule cause, les causes sont multiples, les effets sont multiples, mais là quand même, le tabagisme gagne en spécificité par rapport au risque de tomber malade. Le plan de l'étude ou la méthodologie de l'étude qui vous a permis, je dirais, de documenter cette relation de causalité est très important et seuls les plans d'études expérimentales apportent une preuve de relation causale. On sait très bien que ce sont les études expérimentales qui ont une plus grande validité scientifique que les études d'observation et donc c'est vrai qu'au plus vous avez ce type d'études, au plus vous pouvez affirmer cette relation de causalité. Il faut aussi voir la capacité des autres designs méthodologiques
pour apporter des informations sur les relations causales. Et simplement ici, j'ai repris toutes les études, les plans d'études épidémiologiques par rapport à leur capacité de trouver la causalité. C'est vrai que si vous faites des études d'intervention qui sont des essais contrôlés randomisés, et que vous avez des associations, ben, la probabilité, enfin, vous rentrez de façon très forte dans les critères de causalité. Maintenant, si vous êtes dans des études d'observation de type cohorte, cas témoin, transversal ou écologique, ben, vous diminuez, je dirais, votre capacité de documenter la causalité en épidémiologie, mais quand même, les études de cohorte sont des designs qui permettent quand même de montrer de façon assez quand même déjà importante, même si j'ai écrit modéré ici dans ma slide, la causalité. Par contre, l'étude cas témoin, c'est un moins bon design, donc là c'est plutôt modéré. L'étude transversale, c'est un mauvais design pour rechercher la causalité, donc les associations que vous allez trouver, ces associations ne sont pas faibles, elles peuvent être fortes, mais ça ne va pas contribuer à vous donner des arguments pour dire tel facteur est le facteur causal de tel problème de santé, et ce sera la même chose pour les études écologiques. Donc ce qui est important, et donc l'importance, je dirais, du problème ou l'importance de l'association est aussi un critère. Donc une association causale peut exister même si tous les critères de causalité ne sont pas respectés. Donc je ne dois pas systématiquement avoir 8 ou 9 critères, hein. Certains sont plus importants que d'autres, et donc par exemple, la temporalité, l'effet dose-réponse, la plausibilité biologique sont des critères de causalité très importants. Et si ceux-là sont remplis, quasi, je dirais, c'est déjà suffisant pour affirmer la causalité en épidémiologie. Et donc, le bon sens et la logique jouent un rôle important dans la recherche de la causalité. Alors, je prends un exemple ici de la cigarette et du cancer du poumon, hein, avec une étude qui démontre bien que la cigarette est le facteur causal du cancer du poumon. Regardez, par exemple, d'abord par rapport au premier critère de la temporalité, donc la séquence temporelle, donc la cause précède bien l'effet, ben oui, c'est incontestable. On fume d'abord et le cancer survient par la suite. Donc le premier critère, c'est bon. Le deuxième critère, la force de l'association. Mais oui, donc si on regarde toutes les études épidémiologiques, le risque relatif sont très élevés entre la consommation de tabac et le risque de développer un cancer du poumon. Donc le deuxième critère est confirmé. Le troisième critère, c'est la spécificité de ce tabagisme par rapport à cette maladie. Et c'est clair que l'abus de la cigarette est un facteur prédominant parmi d'autres facteurs causaux possibles. Donc la fraction étiologique du risque est supérieure à 80% pour la cigarette par rapport, je dirais, aux autres facteurs. Donc le troisième critère est confirmé. La relation dose-effet. Donc c'est incontestable, plus on fume, plus le risque individuel et relatif de développer un cancer est élevé. Donc le quatrième critère est confirmé. Le cinquième critère, la constance de l'association d'une étude à l'autre. Oui, c'est vrai que diverses études de cohortes ont confirmé, même d'autres designs ont confirmé, je dirais, l'association dans la même direction. Le cinquième critère est confirmé. Le sixième critère, la plausibilité biologique, elle est évidente. Il y a eu des études toxicologiques sur des modèles animaux qui ont confirmé ça. La cohérence avec l'état des connaissances à jour, oui, bien sûr. La preuve expérimentale, non, ça, ce n'est pas possible. C'est pour des raisons éthiques. On ne peut pas faire des études expérimentales avec des gens qui fument, des gens qui ne fument pas, et on observe l'effet sur leur santé. Est-ce qu'il y a un parallélisme de la distribution de la maladie et du facteur causal? C'est difficile à déterminer. Mais, pardon. Le spectre et le gradient de la maladie associable au facteur, ça c'est mal connu. Mais quoi qu'il en soit, même si je dirais le 9 et le 10 ne sont pas documentés, la conclusion est claire. Il y a une association de causalité qui existe sur toute une série de critères entre, je dirais, la consommation de tabagisme et le cancer ou d'autres pathologies, même s'il n'y a pas eu des études expérimentales qui les ont confirmées pour des raisons éthiques essentiellement. Donc, la causalité nous permet donc d'évoluer vers le chemin de la démonstration. Donc, pour être sûr qu'il y a causalité, on va se poser les questions suivantes. Est-ce qu'il y a une association entre mon facteur d'exposition et ma maladie? Est-ce que ces associations sont significatives? Est-ce qu'il n'y a pas des biais qui peuvent influencer, je dirais, nos résultats? Et est-ce qu'il n'y aurait pas des facteurs de confusion qui peuvent expliquer ces différences et qui peuvent, je dirais, aller à contrecarrer nos conclusions de causalité? Et donc, si tout ça est tout à fait bien maîtrisé et tout à fait bien répondu, alors on peut penser à une relation causale entre un facteur d'exposition et une maladie. Voilà. Alors,
avant de confirmer la relation de causalité, il faudra être sûr de bien comprendre les biais de confusion et surtout de bien les prévenir, entre autres par une technique qu'on appelle la stratification et qu'on va voir dans le module suivant.